Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique et de géostratégie d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Bonjour Alors, Claude. je crois qu'aujourd'hui vous allez parler d'un grand pays, d'une grande civilisation. Oui, tout à fait. Mais qui en France apparaît en une des journaux toujours par des pointes un petit peu complexes et compliquées. Mais finalement, il faut savoir ce qu'est ce vrai pays et sa vraie histoire pour mieux la comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes, quand on regarde tous les médias en général, depuis quelques semaines d'ailleurs, il y a beaucoup de médias qui parlent de l'Iran, puisqu'il faut appeler ce pays par son nom, parlent de l'Iran. Mais quand on regarde ce qui est dit, on s'aperçoit que, en définitive, ceux qui écrivent connaissent très peu de choses et ont des raisonnements, je m'excuse pour les journalistes concernés, mais qui sont souvent un peu primaires par rapport à la réalité. Alors, j'ai pensé que pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, il était intéressant de véritablement plonger dans le problème de l'Iran pour essayer de le comprendre. Comprendre ce pays, comprendre ce qui se passe, comment il évolue, comment tout ce qui est autour. Et pour ça, j'ai demandé à un ami, maître Amir Aslani, qui est à la fois un avocat international fort reconnu, mais qui est aussi un essayiste qui a publié de nombreux... et un auteur qui fait beaucoup de choses sur l'Iran, il communique depuis très longtemps sur l'Iran, il connaît particulièrement bien l'Iran, donc je me suis dit que ce serait intéressant de l'interroger pour qu'on puisse mieux comprendre, en définitive, ce qui se passe. Alors tout d'abord, cher ami, merci, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Me souvenant de discussions ou d'échanges qu'on a pu avoir, je pense que l'Iran est un pays à la fois très complexe, mais après tout c'est l'Orient compliqué, comme on disait, mais d'un autre côté qui est probablement plus simple à comprendre une fois qu'on comprend les principes de fonctionnement, le mode de fonctionnement de ce pays. Bon, aujourd'hui il y a un mouvement des Iraniennes, mais derrière il y a quand même beaucoup... La société iranienne est en train de bouger. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est un peu compliqué, je veux dire, pour les Européens de comprendre ce qui se passe. L'Iran est un pays compliqué. Il est en fait difficile de comprendre ce qu'est l'Iran quand on n'y a pas vécu, quand on ne maîtrise pas la langue, quand on n'est pas dans une situation d'échange permanent avec la société iranienne. En fait, il y a un décalage entre la réalité de l'Iran et l'image de ce pays à l'étranger. D'ailleurs, ce qui s'y passe aujourd'hui avec ce mouvement contestataire par ces jeunes femmes autour du foulard islamique obligatoire traduit cette dichotomie entre la réalité du pays et son image à l'étranger. On a l'impression, si vous voulez, que l'Iran est un pays arriéré, moyenâgeux, avec une population totalement dominée, dont les cerveaux sont lavés par une doctrine religieuse théocratique. C'est sûrement l'espoir, si vous voulez, de pouvoir en place, mais dans la pratique, on constate que ce n'est pas le cas. C'est un pays de 85 millions d'habitants, c'est un pays conséquent, une démographie importante de la région, mais c'est surtout un pays où 72% de la population, 72% de 85 millions d'habitants, ont moins de 40 ans. Donc ils n'ont connu ni la révolution islamique, ni le régime impérial, ni la guerre Iran-Irak. Cette jeunesse est une jeunesse différente de celle des autres pays qui entourent l'Iran. Ce n'est pas la jeunesse saoudienne, ce n'est pas la jeunesse turque, ce n'est pas la jeunesse pakistanaise, et encore moins celle de l'Afghanistan. C'est une jeunesse extrêmement éduquée, donc le niveau d'éducation, si vous voulez, est supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. C'est une jeunesse qui est très connectée, puisque 95% du territoire iranien donne accès à l'Internet. Alors, de temps en temps, il faut avoir recours à des VPN, qui sont des instruments qui permettent de contourner quelques tentatives de censure de l'État, mais globalement, la population iranienne est connectée. Malgré le fait que ce pays fait l'objet d'un ostracisme incontestable depuis plus de 4 décennies, le persan est la 9e langue sur Internet, ce qui signifie l'importance de la présence des Iraniens sur l'Internet, mais également c'est un pays qui figure parmi les 10 premiers pays au monde en termes d'articles scientifiques publiés. Donc on parle d'une jeunesse éduquée, d'une jeunesse ouverte sur le monde, d'une jeunesse qui sait ce qui s'y passe, mais également d'une jeunesse qui est en décalage, ne serait-ce que d'un point de vue générationnel, avec ceux qui dirigent le pays.
Le pays aujourd'hui est dirigé par un homme, Ayatollah Khamenei, qui n'a pas été élu par la population iranienne, qui a été de facto désigné par voie testamentaire par le fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Khomeini, et qui en fait aujourd'hui a 83 ans. 83 ans, profondément acquis à la thèse de la théocratie iranienne, et qui en fait se trouve en opposition par rapport aux aspirations de toute cette population. C'est ça. Et cette population aspire à quoi? Aspire, d'ailleurs c'est ce que ces jeunes femmes et ces jeunes garçons crient, à une vie normale. Une vie en fait où cette jeunesse peut avoir accès à un avenir, à un espoir, une perspective, un travail, pouvoir se marier, pouvoir se loger, pouvoir librement choisir ses aspirations sociales. Des choses que nous, en Occident, on prend pour des acquis, mais qui, en Iran, nécessitent, d'ailleurs on le constate aujourd'hui, une lutte sociale. Le foulard, en fait, dans cette affaire, est un phénomène important, puisque le foulard, qu'on le veuille ou non, c'est le fait d'amoindrir la femme dans ses aspirations à la liberté, c'est de réduire la femme au niveau d'un objet, puisque derrière ce foulard, vous avez un arsenal, si vous voulez, juridique, qui limite et qui restreint les libertés juridiques, sociales et politiques des femmes. Une femme ne peut pas être présente dans la République, une femme ne peut pas voyager en dehors du pays sans l'accord de son mari, une femme hérite moitié moins qu'un homme, etc. Donc le foulard est le symbole d'une inégalité. Une inégalité réelle. Mais ce qui entraîne cette explosion sociale aujourd'hui, qui couvre toutes les villes iraniennes, y compris les petites villes de province, y compris les petits villages les plus reculés, traduit en fait un malaise encore plus profond. Ce n'est pas que la question du foulard. En fait, le foulard, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord. Ce foulard symbolise l'ensemble des remontrances de cette jeunesse. C'est-à-dire les critères que j'ai mentionnés, pas de liberté sociale, pas de liberté politique, avec les dernières élections où en fait le président actuel a été élu sans qu'il y ait réellement une opposition face à lui. La jeunesse ne croit plus à l'idée que l'exercice du droit de vote puisse changer l'orientation du régime. 45% d'inflation, le pays ostracisé au sein de la communauté internationale, 50% de chômage chez les jeunes, aucun espoir de réintégration de l'Iran dans le système financier international. Cette jeunesse veut vivre, à l'instar de la jeunesse qu'elle côtoie à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet. Puisque dans le monde d'aujourd'hui, on voit ce qui s'y passe ailleurs. On voit qu'une jeune Française à Paris, une jeune Allemande à Francfort, a la faculté de s'habiller comme elle veut, trouve facilement du travail, fait des études sans difficulté, peut se marier sans difficulté, peut exercer son droit de vote si tel est son souhait, pour le candidat de son choix, peut voyager, peut vivre tout simplement une vie normale. Eh bien, cet ensemble de choses, la jeunesse iranienne, je dirais même le peuple iranien dans son ensemble, en est privé. Donc, vous avez aujourd'hui en Iran une opposition entre les aspirations de cette génération, on les appelle la génération des jeunes qui ont 20 ans en fait aujourd'hui. La moyenne d'âge, si vous voulez, des personnes qui ont été arrêtées est aux alentours de 15 à 16 ans. Donc c'est une révolte des lycéennes, des jeunes étudiantes, si vous voulez. Et on a un pouvoir qui est enraciné, qui ronronne depuis 44 ans, mais qui n'a jamais réussi à livrer et à délivrer ce pourquoi les Iraniens leur ont donné un mandat à travers la révolution de 79. Vous êtes une révolution populaire à l'époque. Eh bien, ni l'économie, ni les libertés politiques, ni la place que mériterait l'Iran dans le concert des nations, aucun de ces facteurs n'a vu le jour. C'est ça, donc oui, on comprend qu'il y a une société qui se voit bloquée et qui a besoin de réagir. Alors justement, pour aller dans ce sens-là, il y a deux questions qu'on peut se poser. C'est, est-ce que, alors, vous le disiez, ce régime très traditionnel avec Ali Khamenei qui lui est vraiment en place, ne bouge pas et applique ce que lui a dit celui qui lui a donné le pouvoir. Mais est-ce que ça peut évoluer? Lui, a priori, ça semble difficile, mais est-ce que ça peut évoluer ensuite? Parce que je me souviens d'avoir lu, par exemple, quand le général Soleimani, le chef des Pasdaran, donc l'homme qui menait les campagnes en Irak, en Syrie et ailleurs, qui était très populaire en Iran, quand il a été tué par les Américains à côté de Bagdad, tout le monde a dit ils l'ont fait tuer parce qu'il pouvait remplacer Khamenei, et à ce moment-là, ça pouvait changer le système iranien. Alors je ne sais pas, vous connaissez le problème beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas la prétention. Soleimani était très populaire. C'est ça. Parce qu'aux yeux des Iraniens, à juste titre ou pas,
il personnifiait une forme de nationalisme, une sorte d'armée iranienne de l'étranger qui combattait le phénomène islamo-fasciste, le sunnisme radical wahhabite, et qui empêchait que cette irruption terroriste wahhabite puisse pénétrer au sein du territoire iranien. C'est ça. Et donc, indirectement, il protégeait la population iranienne. D'ailleurs, c'est une des thèses de l'État iranien qui dit qu'il nous est obligé de se battre contre Daesh, contre l'État islamique en Irak, en Syrie et ailleurs, parce que si on ne se bat pas contre eux à l'étranger, on sera obligé de se battre contre eux à l'intérieur des frontières nationales. Et effectivement, du fait de cette popularité qu'il incarnait, il y avait des théories du complot. Et vous le savez, au Moyen-Orient, on en raffole des théories du complot. C'est toujours la faute des autres, de l'étranger, d'Israël, d'Angleterre. Voilà. Eh bien, effectivement, quand il a été assassiné, lâchement, il faut le dire, par les Américains à travers une attaque de drone, alors qu'il se rendait... Il a été tué par un drone au moment où il allait monter dans sa voiture. Alors qu'il arrivait sur place, dans le cadre d'une visite officielle, où il devait rencontrer le premier ministre irakien. On n'est pas dans une situation où on chasse quelqu'un dans un trou, dans le désert, un terroriste, etc. C'est clair. Quoi qu'il en soit, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent que du fait de l'importance que prend le corps dont il était issu, parce que certes, il dirigeait les forces des gardiens de la Révolution à l'étranger, mais il incarnait les gardiens de la Révolution, qui est en fait l'armée idéologique du pouvoir. On disait que cette popularité réelle chez les Iraniens, de toutes les couches sociales, de tous les âges, effectivement serait de nature à représenter un danger pour la pérennité du pouvoir théocratique. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je ne le sais pas. De toute façon, l'élite des armées, le grade de colonel et au-delà, sont des personnes qui sont désignées par le guide directement. Donc est-ce qu'on était face à quelqu'un qui était en rupture idéologique avec le pouvoir? Je ne le pense pas. Quoi qu'il en soit, la question de fond aujourd'hui est celle que vous avez posée si intelligemment. Quel avenir pour l'Iran en constatant cette dichotomie entre les aspirations de l'immense majorité des Iraniens et la position du pouvoir? Quand on m'interroge, si vous voulez, sur les troubles et les mouvements sociaux qui ont secoué l'Iran en 2009, à l'occasion des élections contestées d'Ahmadinejad, on me dit pourquoi, alors qu'on avait des millions d'Iraniens dans les rues, pourquoi est-ce que le pouvoir n'est pas tombé? J'ai expliqué que, à l'époque, le pouvoir n'est pas tombé pour 3 raisons. D'abord et avant tout, à l'époque, on considérait que les Iraniens considéraient qu'encore l'exercice du droit de vote pouvait infléchir la direction du régime, si ce n'est le changer, en tout cas orienter le pouvoir différemment. Mais donc excusez-moi, donc ils avaient confiance dans les élections, vous savez, en disant on peut changer le système par les élections. C'est très particulier. En Iran, vous ne pouvez être candidat que dès lors que vous acceptez le système de la République islamique. En France, vous ne pouvez pas être candidat dès lors que vous contestez la forme républicaine du gouvernement, puisque c'est la Constitution française qui le dit. Mais les gens croyaient encore que ça pouvait changer. C'était pas blanc, bonnet, bonnet, blanc. Khatami incarnait une différence. Rafsanjani incarnait une différence. Rouhani n'était pas Raïssi. Oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez, et puis en Iran, si vous voulez, le président est élu, non pas à 98% des voix comptées, comme en Tunisie de Ben Ali ou en Égypte de Sisi d'aujourd'hui, mais à 50,6%, à 51%. Donc il y a quand même un enjeu. En tout cas, le résultat des élections ne sont pas connus à l'avance. D'où l'idée que l'exercice du droit de vote peut entraîner un changement. Cette croyance-là n'existe plus depuis l'élection de M. Raïssi, puisque tous les candidats d'opposition capables de lui tenir tête ont été écartés et ne pouvaient se présenter. Donc ça, c'est un grand changement par rapport à 2009. Deuxième grand changement, c'est qu'en 2009, le pouvoir avait une minorité des Iraniens qui croyaient encore, si vous voulez, dans le régime, en tout cas qui étaient inféodés au pouvoir à cause d'un certain clientélisme du pouvoir, à cause des avantages économiques que le pouvoir leur accordait, à cause de quelques accès prioritaires aux universités ou à la fonction publique, ou des sacs de pommes de terre qu'elle était à leur donner. Eh bien, même cette minorité-là, aujourd'hui, est en rupture avec le pouvoir parce que l'économie iranienne est dans une situation de détresse absolue. D'accord. Avec 50% d'inflation, presque, si vous voulez, c'est une tragédie. Troisième chose, à l'époque, il y avait encore des gens, un nombre conséquent, même s'ils n'étaient pas majoritaires, qui croyaient dans les valeurs de la République islamique, dans l'idéologie du pouvoir. Ces gens-là n'y croient plus. Parce que quand ils sont confrontés aux aléas de la vie, aux difficultés économiques de la vie, à l'impossibilité de nourrir leur famille le soir, à l'impossibilité de boucler les fins de mois, franchement, l'argument qu'il faut soutenir le Hezbollah, le Hamas, ou le djihad islamique, ou les Houthis au Yémen, ça ne mord plus.
Exactement. Donc ces trois arguments qui existaient à l'époque, en 2009, quand Ahmadinejad était candidat, et qu'il a gagné les élections, les experts disent frauduleusement, aujourd'hui n'existent plus. Donc est-ce que le pouvoir aujourd'hui est plus fort ou moins fort qu'en 2009 ? Incontestablement moins fort. Il est fragilisé. D'ailleurs, quand vous regardez la réaction du pouvoir par rapport à ce mouvement de révolte, de contestation, on constate que malgré la violence que l'on pressent en Occident, ils y vont avec des gants de velours. Je m'en veux d'utiliser cette expression parce que même un mort, c'est absolument insupportable. Oui, mais en 2019, quand il y a eu des contestations suite à l'augmentation du prix de l'essence, il y a eu en 3 jours 1500 morts. Mais on constate que le pouvoir n'a pas envie de faire des martyrs. Surtout qu'aujourd'hui, ceux sur qui on tire, ce sont les enfants. Ce sont les jeunes. Et ça pose un problème. C'est l'espoir de demain de l'Iran. Oui. En fait, chaque fois qu'une balle part des carabines des forces de l'ordre et qui atteignent, si vous voulez, un de ces jeunes, eh bien, c'est un espoir d'un grand changement en Iran qui disparaît. Le capital majeur de l'Iran, comme de tous les pays, c'est sa jeunesse, cette jeunesse éduquée qui, aujourd'hui, est en train de dépérir, globalement du fait de la situation économique, en plus dans le cas de la situation que l'on connaît. Dernièrement, le pouvoir a fait éruption dans le cadre de l'une des universités les plus prestigieuses de l'Iran, l'université Sharif, qui est l'équivalent du MIT en Iran. Si D'ailleurs, toute la classe qui chaque année finit la dernière année de chaque promotion a des offres d'emploi quasiment le lendemain venant des plus grandes sociétés de Silicon Valley aux États-Unis. D'ailleurs, c'est cette université-là qui a donné naissance, si j'ose dire symboliquement, à la première femme qui a gagné le prix Fields, qui malheureusement est décédée à l'issue d'un cancer des seins foudroyant, ou un autre Iranien d'origine kurde qui a également gagné le prix Fields. L'Iran, c'est un pays particulier. La première femme musulmane est une Iranienne, prix Nobel, Madame Shirin Ebadi, qui est aujourd'hui en opposition, avocat et magistrat historiquement. Ces scientifiques, ces ingénieurs, aujourd'hui, vous leur donnez à chaque Iranien jeune un passeport, un visa, si vous voulez, et $1000, il n'y en a pas un qui va rester dans le pays. Parce que l'Iran est incapable aujourd'hui de leur donner, ne serait-ce que le début de l'ombre d'un espoir. Et c'est contre cette condamnation, si vous voulez, à l'obscurantisme, cette condamnation à un recul permanent et à la stagnation éternelle que cette jeunesse, cette population est en train de se révolter. La question est-ce que nous sommes aujourd'hui face à une révolte, au début d'une série de révoltes, ou face à une révolution? Un peu la question qui, d'après la phrase apocryphe, a été prononcée posée au roi Louis XV, et on dit non, c'est une révolte, sire. Non, c'est une révolte, et non, sire, c'est une révolution. Et en fait, la question, c'est quid de demain? Le pouvoir a compris aujourd'hui que ce décalage-là ne peut perdurer. Parce que la question du changement de la forme du gouvernement en Iran, c'est-à-dire l'abandon de la dimension islamique, ne fait aucun doute. La question n'est plus si ça va avoir lieu, la question c'est quand ça va avoir lieu. D'accord. Et c'est une réalité qui aujourd'hui est flagrante, non seulement pour les manifestants, qui au péril de leur vie ont démontré ce courage extraordinaire, mais également aux yeux du pouvoir. Aussi. Exactement, pour le pouvoir. Vous savez, on parle de l'armée idéologique du pouvoir, les gardiens de la Révolution, de l'armée tout court, ou les sections d'assaut, les SA, qui sont les Basij, c'est mobilisé. C'est quand même des êtres humains qui voient leurs voisins manifester face à eux, qui sont secoués par les mêmes problèmes. C'est pas pareil. Vous avez raison. Donc on n'est pas certain que la répression sera continuée et exécutée par la base. Oui, c'est ce qu'on a vu dans certaines évolutions de certains pays. C'est ce qu'on a vu à un moment. On a vu les forces de l'ordre, on veut dire, ou les représentants du gouvernement légal mettre, comme on dit chez nous, la crosse en l'air en disant non, pas contre eux. Et là, c'est fini. Et donc, en fait, cette réalité-là est visible à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, à mon sens, ça serait suicidaire de ne pas entendre cet appel de la population iranienne et de ne pas procéder à une réforme de fond en comble. La question va être, est-ce que le régime iranien est réformable ou pas? Exactement. Est-ce qu'il est capable en interne de se réformer? Moi-même, je croyais, il y a quelques années, que ce régime pouvait être réformé.
à l'époque du président Rouhani, c'est lui qui Oui, précédait le président il a actuel. apporté de gros espoirs, le président. Il a apporté de Rouhani. gros espoirs. On avait l'espoir que la régularisation d'un accord avec les membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne, allait ouvrir le pays à des investissements étrangers, que le sort désastreux économique des Iraniens allait pouvoir être changé, que l'Iran allait pouvoir réintégrer sa juste place dans le concert des nations, dans le système financier international. Mais on a constaté effectivement que, à cause d'une faute qui est exclusivement attribuée aux Américains, puisque quand l'Amérique, à travers Trump est sorti, l'Iran, à travers 15 rapports de l'AIEA, respectait à la lettre ses engagements. Quoi qu'il en soit, la fin de cet accord, d'ailleurs, a marqué le commencement de toutes les difficultés économiques que le pays connaît aujourd'hui massivement. C'est la dénonciation de l'accord. La dénonciation de l'accord qui a tout lancé en définitive. Si vous voulez, on n'avait pas 50% d'inflation en Iran en mai 2018. On l'a, puisque le pays, en fait, pourquoi de l'inflation? L'inflation existe parce que le pouvoir est obligé d'imprimer des billets de banque pour pouvoir faire face à ses obligations dans la comptabilité publique. Payer l'armée, payer les fonctionnaires, etc. Payer la dette publique. Eh bien, de plus en plus de billets de banque sont imprimés parce que les recettes en devises de l'État ne cessent de se réduire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le pouvoir iranien a compris que cette idée de compter sur la Russie et la Chine pour remplacer le monde occidental économiquement était un mythe. Parce que la première chose qu'ont fait les Chinois, c'est de réduire leurs achats pétroliers auprès des Iraniens et remplacer l'Iran par la Russie qui offrait un discount plus important. Exactement. Ils font du business, ils font des affaires. Et donc, en fait, les Iraniens ont vu que, écoutez, on n'a pas d'accord avec l'Occident. Franchement, avec la Russie affaiblie, à un moment où l'Iran est affaibli, à une Chine qui est craintive de ce conflit, de cette guerre froide qui est sur le point de se lancer, qui, si ce n'est déjà fait, avec l'Amérique, sur qui peut-on compter? Le pays aujourd'hui est isolé. D'ailleurs, c'est parce que le pays est isolé sur la scène diplomatique internationale qu'il compte sur leurs proxies, sur leurs milices, des milices pro-iraniennes qui sévissent en Irak, en Syrie, au Yémen, au Liban et ailleurs. C'est en fait la carte maîtresse de négociation du pouvoir iranien avec l'Occident. Le danger, en fait, réel, si j'ose dire, que le pouvoir iranien peut représenter pour le monde occidental, c'est pas tellement à travers l'arme nucléaire. Parce que le Pakistan, qui est une république islamique, qui est, si vous voulez, un failed state, c'est une puissance nucléaire militaire déclarée. Exactement. Le problème, si vous voulez, c'est la capacité d'action de l'Iran dans tous les pays qui l'entourent. Si vous voulez, ce qu'a fait le pouvoir iranien, c'est qu'il a rendu une conscience politique au milieu des chiites dans tous les pays de la région. L'Irak, si vous voulez, a été gouverné pendant 1000 ans par les sunnites. D'abord par les Abbassides, les différents royaumes sunnites, ensuite l'Empire ottoman. Donc ce n'est que la première fois en 1000 ans, depuis la chute de Saddam, que les chiites sont aux commandes. Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient écartés. Et ils sont majoritaires en Irak. Et ils sont aujourd'hui, pas tous les chiites, mais une partie de la population chiite est inféodée à l'Iran. Non pas qu'ils adorent les institutions de ce pays, parce qu'ils se disent que si demain Daesh devait de nouveau nous attaquer, on a intérêt à pouvoir être gentil avec les Iraniens, parce qu'eux, ils peuvent venir nous aider. D'ailleurs, si Daesh a été arrêté à Samarra, au nord de Bagdad, c'est parce que les Iraniens sont intervenus. Si Daesh a été arrêté avant d'atteindre Erbil, c'est parce que les Iraniens sont intervenus. Donc c'est pas totalement faux de dire que Daesh a été combattu par les Iraniens. Derrière, à travers l'alliance avec la Russie en Syrie, etc. etc. Donc l'Iran aujourd'hui, c'est pas que l'Iran. C'est-à-dire comme ça, si vous voulez, qu'il faut appréhender la question iranienne d'un point de vue géopolitique. Et vous avez parfaitement raison de dire que appréhender ce pays est compliqué. Pourquoi? Parce que l'Iran n'est pas que ce pays, cet État moderne, à l'intérieur de sa frontière actuelle. L'Iran, c'est une langue. Le persan est la langue parlée par les Tadjiks au Tadjikistan, sur la frontière chinoise. Et la langue majoritairement parlée par les Afghans. C'est l'Empire perse, quand même. C'est la langue parlée par une partie des Kurdes. C'est la langue parlée par la moitié de la population au Bahreïn. C'est une religion, la religion chiite iranienne, c'est qui dépasse les frontières de l'Iran. En fait, là où il y a des chiites, était présent l'Empire safavide. L'Empire qui a coupé avec la tradition sunnite en Iran au XVIe siècle. C'est une religion, c'est une langue, mais aussi c'est une civilisation. Le nouvel an iranien, le Nowruz, littéralement le nouveau jour, est une fête nationale, une fête civilisationnelle, culturelle, pas qu'en Iran, mais en Irak, qui est un pays arabe, en Géorgie, qui est un pays chrétien, en Arménie, en Azerbaïdjan, un pays francophone, en Afghanistan, en Pakistan, dans beaucoup d'endroits. Mohammad Ali Jinnah, fondateur du Pakistan, était chiite, par exemple.
L'Azerbaïdjan, qui est un pays dirigé par des sunnites, turcophones, proche de la Turquie, est un pays à majorité chiite. Et donc la République islamique a su, si j'ose dire, organiser le sentiment d'être une minorité chez les chiites pour leur donner l'espoir d'un pouvoir politique. C'est pour ça que l'Iran rayonne, si j'ose dire, d'un point de vue militaire et géostratégique, dans les pays où les chiites sont présents. Mais alors justement, il est indiscutable, et je crois que vous venez très clairement d'expliquer comment ça se passait, et avec ces moyens de pression qu'a l'État iranien, avec ces hommes, enfin ces groupes qui sont un peu partout. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour essayer d'améliorer la situation, est-ce qu'il est possible déjà, est-ce qu'on peut envisager, ou est-ce que vous pensez possible que l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre puissent arriver à se rapprocher un peu pour au moins retrouver une certaine unité en dépit des différences religieuses? Parce qu'on voit par exemple que les Émirats ont commencé à le faire. Les Émirats commencent réellement à dire mais il faut qu'on travaille avec les Iraniens. Donc est-ce qu'il y a un espoir, est-ce que vous voyez-vous avec votre expérience de la zone, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir de ce rapprochement qui, avec d'autres choses qu'on évoquera, pourrait quand même améliorer un peu la situation, et par ricochet peut-être pour ces malheureux jeunes Iraniens d'ailleurs? L'Iran est le seul pays au monde qui existe de manière continue, sans interruption, sur le même territoire. À 57 ans, je suis plus âgé que toutes les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, dont l'indépendance date du début des années 70. C'est vrai ça. L'Arabie saoudite un peu Oui, c'est vrai. On ne peut pas comparer l'Iran avec aucun des autres pays qui entourent l'Iran. D'ailleurs, aucun des pays qui entourent l'Iran n'existait il y a un siècle, un peu plus d'un siècle. La Turquie, c'était une partie de l'Empire ottoman, l'Irak, c'était l'Empire ottoman, le Pakistan, c'était les Indes britanniques, l'Afghanistan, c'était un domaine d'influence des Britanniques, le nord de l'Iran, c'était l'Empire de Romanov. Il n'y avait que l'Iran comme entité souveraine. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, si vous voulez, son pouvoir vient de quoi ? Son pouvoir vient du fait que, au même titre que l'Empire ottoman, on parle du néo-ottomanisme, on a oublié que l'Empire ottoman, c'est aussi un chef religieux, puisque le sultan était aussi le calife du monde musulman. Et cette légitimité venait du fait que la Mecque et Médine, les deux villes saintes, les principales de l'islam, étaient sur leur territoire. À l'époque, l'Arabie saoudite était un territoire ottoman. Eh bien, aujourd'hui, quand on regarde la question, on voit que l'Arabie saoudite aujourd'hui est importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a 28% des réserves pétrolières au monde qui sont sur place et qu'ils ont les deux villes sur place. Mais globalement, quand vous regardez la population de l'Arabie saoudite, une trentaine de millions de personnes, globalement, la moitié, c'est des travailleurs étrangers. Ah, ça, c'est clair. Oui. Et l'autre moitié qui reste, ils ne sont pas tous wahhabites. Non. Puisqu'on le voit aujourd'hui, le sud de l'Arabie saoudite sont des chiites, de forme ismaélienne. Tout le pétrole saoudien concentré dans les provinces dites de l'Est, où 90% de la population est chiite, les wahhabites représentent 5 millions globalement des nationaux saoudiens. Oui. Donc, est-ce que l'Arabie saoudite peut s'entendre avec l'Iran ? Franchement, l'Arabie saoudite n'est pas une donne géopolitique importante pour le faire. On l'a bien vu, les Iraniens ont lancé des drones qui ont anéanti les installations pétrolières saoudiennes. Personne n'a réagi. Aujourd'hui, les Saoudiens, les Émiratis et certaines pétromonarchies ont pris conscience, si vous voulez, que dans leur esprit, ils ne pouvaient pas compter sur les Américains après l'affaire de Kaboul. On a vu le départ désastreux des troupes américaines. Ils ont dit on a intérêt à se calmer face à la Russie et à la Chine. Et ils ont adopté une attitude un peu désastreuse pour leur pérennité envers les Américains. Là, par exemple, la dernière réunion de l'OPEP, avec la Russie, ils ont décidé de réduire la production de l'OPEP. Et donc faire monter les prix. Quelques semaines, cher l'élection ami, de Biden. des élections du Congrès. Et ils mettent en danger, les démocrates. Exactement, ils mettent en danger. D'ailleurs, hier, certains sénateurs importants au Congrès, au Sénat américain, ont demandé à ce qu'il y ait une réévaluation de la politique américaine sur la question saoudienne. Eh bien, cette réévaluation va avoir lieu. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de textes là qui vont s'appeler NOPEP. NOPEP, voilà, par réaction saoudienne. C'est hasardeux, cette initiative de la part des Saoudiens. Ils s'attribuent une puissance, une importance qu'ils n'ont pas. Surtout que, quand on regarde la région, on constate une réalité. Que les chiites ont beau être minoritaires au sein de l'islam, ils sont majoritaires sur les gisements miniers d'hydrocarbures. Si vous prenez l'Irak, qui représente 15% des réserves pétrolières, l'Iran, qui probablement représente 17% des réserves pétrolières. Si vous prenez, par exemple, les pétromonarchies où les chiites sont à égalité, comme par exemple le Koweït, il y a plus de pétrole, si j'ose dire, entre guillemets,
dans des territoires où les chiites sont majoritaires que chez les sunnites. Eh bien, le remplacement, si j'ose dire, des Saoudiens, comme s'ils ne pourraient plus faire leur chantage énergétique systématique, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui est capable, deuxième réserve pétrolière Ah oui, mais au l'Iran monde, peut remplacer sans problème au Moyen-Orient. Hein. première réserve gazière au monde devant la Russie, c'est le rapport BP. Le Qatar, c'est un champ gazier qui partage avec l'Iran, que les Iraniens appellent South Pars, les Qataris North Dome. C'est l'Iran est la réponse. Mais en réalité, je le précise pour nos auditeurs, le fameux gisement qui permet au Qatar de dire « je suis le plus grand producteur » est en réalité sous l'Iran. Et les Qataris ont fait des percements à 45 degrés pour pouvoir l'atteindre. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir aussi bien tout sûr, ça. Bien sûr. Tout ça, si vous voulez... C'est l'Iran qui contrôle la situation. Tout ça va faire l'objet d'un règlement de compte dans le temps. D'ailleurs, si vous regardez, le Qatar adopte un très low profile par rapport à l'Iran. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez, quand MBS, qu'aujourd'hui on présente comme étant un chant de la liberté et de l'ouverture d'esprit, avait encerclé le Qatar en disant que je vais creuser des tranchées pour transformer cette péninsule en île, l'Iran était là. Et l'aviation qatari, Qatar Airways, ne pouvait pas décoller, si ce n'est à travers l'espace aérien iranien. Le Qatar fait très low profile à la guerre de l'Iran. L'une des remontrances des Saoudiens à l'encontre du Qatar, c'est que vous maintenez une relation diplomatique avec l'Iran. Aujourd'hui, les Émiratis ont envoyé un ambassadeur à Téhéran, qui ne s'est pas vu depuis l'affaire de l'attaque de l'ambassade saoudienne. Absolument. Des discussions sont en cours avec les Saoudiens également pour qu'il y ait une ambassade saoudienne qui s'ouvre. En général, même s'il y a quelques heures, les Émiratis et les Saoudiens avancent main dans la main, globalement. Donc aujourd'hui, on constate, si vous voulez, un positionnement géostratégique de l'Iran dans la région qui est un positionnement puissant, en tout cas rempli d'espoir, de croissance dans le temps, et également une fragilité extrême du pouvoir à l'intérieur du pays. Si l'Iran de demain pouvait effectivement entraîner une réforme de ses institutions, d'une manière ou d'une autre, il ne m'appartient pas à moi de déterminer de quelle manière, d'une manière ou d'une autre, que l'Iran retrouve, si vous voulez, un mode de vie qui correspond en fait à la majorité des Iraniens, puisque l'Iran a beau être la seule théocratie musulmane au monde, si on écarte les Saoudiens, l'Iran est aussi le seul pays musulman totalement laïque. On le voit. En Iran, les femmes iraniennes se battent, prennent des balles pour enlever leur voile et pour avoir une vie normale. En France, on se bat pour mettre le foulard. C'est quand même un des exemples particuliers. Je vais me lancer dans ce débat. La France est le plus mauvais exemple qu'on puisse citer, nous sommes bien d'accord. Donc en fait, quand cette on voit jeunesse, ce qui se passe là-bas, bien sûr, ça paraît incroyable que chez nous, on en soit arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui, chez les Iraniens, un peuple laïque, un peuple éduqué, un peuple ouvert sur le monde, conscient de comment ça se passe à l'étranger, et un peuple qui aspire au changement. Le changement, comment il va arriver, on ne sait pas. C'est peut-être une révolte importante, puisque l'État n'arrive pas à l'éteindre. Est-ce que ça va entraîner un mouvement de masse plus important, avec des grèves nationales, le secteur pétrolier, l'enseignement, les universités, pour entraîner peut-être un changement de fond dans la durée? Est-ce que le pouvoir va prendre conscience de cette réalité, va lâcher du zeste et faire en sorte à ce que la pression se calme, signer un accord sur le nucléaire avec l'Occident et graduellement aller vers l'inéluctabilité de la laïcisation du pouvoir et de sa réintégration dans le Conseil des Nations, ou est-ce qu'il va se braquer, et à ce moment-là, si j'ose dire... Bien sûr, oui. Voilà. Parce que quand, comme vous le disiez, s'il y avait effectivement une laïcisation du pouvoir en Iran, compte tenu du niveau très élevé de la population au niveau formation, le record absolu dans tout le Moyen-Orient et de loin, si ça arrivait, à ce moment-là, avec les richesses internes que peut avoir l'Iran devient le pôle économique majeur de toute la région. Bien sûr, c'est le traumatisme que cette perspective cause chez tous les voisins de l'Iran. Si vous prenez les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, qui va aller à Dubaï si demain ils peuvent aller en Iran? Qui va aller à Dubaï? Personne. Donc, si l'Iran revient, déjà, ça va entraîner un rééquilibrage économique, si vous voulez, des centres de pouvoir et d'importance dans la région. Ça va changer également la stabilité régionale. Rappelez-vous, dans les années 70, quand l'armée impériale agissait dans la région,
personne ne pouvait bouger. Il n'y avait pas de Daesh, il n'y avait pas de terroristes, il n'y avait rien d'autre, parce que l'armée impériale était là et maintenait l'ordre partout. A permis à la royauté omanaise de continuer dans la stabilité, et ailleurs. Quand Saddam Hussein voulait bouger, l'aviation impériale a décollé, a volé au-dessus de Bagdad, ça se calmait tout de suite. C'est parce que l'Iran est absent que le Moyen-Orient est devenu aujourd'hui ce champ de chaos illimité. Le jour où l'Iran revient avec un système qui répond aux aspirations des Iraniens, qui retrouve sa juste place dans la constellation, non seulement il y aura un bouleversement économique, géoéconomique, il y aura un bouleversement géopolitique, et il y aura un bouleversement tout court dans les rapports de force dans la région. Surtout que les pétromonarchies font des bêtises avec l'attitude aujourd'hui des Saoudiens, si vous voulez. Ils vont avoir les Américains sur le dos. Et pourtant, ils leur ont tendu les mains avec Biden qui est allé sur place, etc. C'est risqué pour eux. La Turquie, avec un Erdogan, si vous voulez, qui incarne les trois menaces de l'Empire ottoman. La dimension nationaliste néo-ottomane, où ils veulent renégocier les accords de traité de Sèvres et de Lausanne, et menace tous les jours la Grèce. L'autre jour, il a dit Erdogan, méfiez-vous, un jour vous allez vous réveiller, et nous, on sera sur place depuis la veille. Des menaces militaires, carrément. Le fait de s'octroyer, si vous voulez, des zones d'exploitation exclusive en mer, de signer des accords avec la Libye. Enfin, vous connaissez. Donc, le néo-ottomanisme de bombarder le territoire souverain de la Syrie et de l'Irak sur la question kurde. La Turquie est en train de jouer un jeu très particulier. Et très dangereux pour l'Occident. Pour l'Occident. Sur la question de la domination du monde sunnite, aujourd'hui, ils sont calmés parce que la dépendance économique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite fait qu'ils n'ont pas le choix. Il est allé sur place, Erdogan, il a tendu la main pour avoir des investissements saoudiens. C'est clair. Mais il est en concurrence. Pardonnez-moi, avec sa version de l'islam des frères musulmans, où la légitimité vient du bas vers le haut, alors que chez eux, la légitimité chez les pétromonarchies vient du haut vers le bas, à travers la largesse du prince. Donc il aspire au califat. Et troisièmement, il aspire à ce pantouranisme. C'est faire en sorte à ce que la Turquie puisse devenir le sponsor, le chaperon, le père spirituel de tous les turcophones dans le monde. D'où la question, si vous voulez, dangereuse, de ce corridor qu'il veut creuser à travers le territoire arménien pour relier par voie terrestre la Turquie au Caucase et à l'Asie centrale. Tout ça, c'est une menace pour l'Iran. Mais bien entendu. Donc vous voyez, aujourd'hui... C'est une menace pour l'Iran, mais... Quand vous regardez sur le plan stratégique, c'est une menace pour tout le monde. Pour tout le monde. Sans parler même de leur chantage à l'immigration, menace permanente. Et puis leur double jeu sur la question ukrainienne. Et je vous vends aux Ukrainiens des drones, et puis je suis proche des Russes, et je me positionne comme intermédiaire. Cette politique chaotique et irresponsable est dangereuse pour tout le monde. En tout cas, l'Iran aujourd'hui, géopolitiquement, est encerclé par la menace turque. Ce retour du néo-ottomanisme, du califat, des frères musulmans, de pantouranisme, ce nationalisme turc, entouré par des pétromonarchies arabes qui voient le chiisme iranien comme un danger existentiel chez eux, de par la population chiite chez eux, et de par le rayonnement que l'Iran de demain pourrait de nouveau générer pour cette nation. Donc l'Iran est entouré, si vous voulez, par des menaces. Je ne parle même pas des Afghanistan, avec les fous furieux talibans qui tuent les chiites et placent des bombes dans les mosquées chiites tous les jours, ou le Pakistan, qui, on l'a bien vu, avec le dernier coup d'État contre le Premier ministre Imran Khan, on a mis le frère de Nawaz Sharif au pouvoir. Le lendemain du coup d'État parlementaire, il est parti présenter hommage et foi aux Saoudiens. Donc l'Iran est dans un univers et dans un quartier géopolitique extrêmement dangereux. Donc l'Iran ne peut pas perdurer, si j'ose dire, sereinement dans le temps, s'il n'y a pas des attentes, s'il n'y a pas une satisfaction des attentes de la population, et s'il n'y a pas, si j'ose dire, un positionnement régional plus en adéquation avec ses intérêts. Alors, une dernière question, mais très rapidement, mais on a couvert vraiment bien l'ensemble du problème, c'est Israël. Parce qu'en définitive, on voit bien à chaque fois les déclarations, il faut faire très attention avec Israël sur les déclarations guerrières de leurs dirigeants pour montrer leurs muscles, et puis par rapport à la réalité, bon, il ne faut pas oublier quand même qu'Israël, à une époque, a fait transférer des armes par l'Iran, donc l'Israël avait des relations, et il y a d'ailleurs un certain nombre de responsables, de généraux israéliens actuels qui sont d'origine iranienne. Mofaz, il vient d'Iran. Shaul Mofaz est iranien d'origine. Exactement. L'ancien président Moshe Katsav était d'origine iranienne. Exact, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'à votre avis, dans le cadre d'une évolution, est-ce qu'on peut penser parce que on sait très bien que pour les Américains, Israël, ça, c'est non négociable. Est-ce qu'on peut imaginer un Moyen-Orient apaisé avec, comme on l'a dit, un Iran
qui est le pôle réel de toute cette zone, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, mais qui aurait des relations équilibrées avec Israël. Est-ce qu'à votre avis, c'est envisageable? Si vous voulez, les Israéliens ne craignent pas la bombe iranienne. Non, ça c'est Parce sûr. qu'ils savent que les Iraniens, malgré leur côté un peu Mais ils faux, l'enverront pas. Mais ils savent très bien ils qu'ils sont un peu l'enverront rationnels pas. parce Ouais, qu'ils bien savent sûr. qu'il y aura les bombes en retour. Mais bien entendu. Et Israël a 300 ogives nucléaires. Personne n'est idiot. Même si l'Iran aujourd'hui est au seuil du nucléaire, chose qui a été acceptée par les Israéliens. L'Iran est au seuil du Ah oui, nucléaire. mais ça, ils sont en train d'y arriver. Ça y est. Ils y sont, vous Ils y savez, sont. quand passer de 60 Ah oui, ça y est, enrichements à maintenant, 60% ils à vont 95%, pouvoir, c'est des hommes politiques oui, et non oui. pas techniques. C'est Ils clair. ont les vecteurs de lancement, Oui. ils ont le fuel solide, Ils ont ils ont tout. militarisé l'engin. Ils n'ont pas encore basculé, ils n'ont pas envie, parce que derrière, ils craignent la bombe saoudienne, qui est la Mais bombe bien pakistanaise, entendu. et demain la bombe égyptienne. La question de la bombe iranienne et la nucléarisation militaire iranienne pour Israël, donc ce n'est pas une menace nucléaire en tant que telle. Israël aujourd'hui est davantage menacé par les missiles de moyenne portée, de courte portée que les Hezbollah, dont le Hezbollah dispose, ou le Hamas à Gaza, ou à travers les bases iraniennes en Syrie, que par une frappe nucléaire. D'accord. Les craintes d'Israël sont, à mon sens, de 3 ordres. D'abord, avant tout, la fuite des élites. En 2006, si vous voulez, quand il y a eu cette guerre abominable entre Israël et le Hezbollah, guerre qu'Israël n'a pas gagnée. Je ne dis pas qu'ils ont perdu, en tout cas, ils n'ont pas gagné. D'ailleurs, il y a des rapports qui disaient qu'ils n'avaient pas gagné. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaires qui ont été diligentées. Ça a été une défaite pour les Israéliens. Des centaines de soldats israéliens morts au combat et ils n'ont pas été capables, ne serait-ce qu'un seul jour, d'arrêter le lancement des missiles au départ du sud du Liban. Donc, ça a entraîné la fuite des élites, si vous voulez. Parce que qui a envie, quand vous êtes un national, un binational, quand vous avez des actions de société cotée sur le Nasdaq à Paris ou à Londres, quand vous avez un deuxième passeport, d'habiter à quelques kilomètres de lancement de missiles. Donc l'Iran nucléaire va davantage faire peur aux élites qui vont partir. Ils n'ont pas envie de ça. Premièrement. Deuxièmement, des mouvements comme le Hezbollah, Hamas, etc., vont être hardis, plus agressifs à l'encontre d'Israël parce qu'ils penseront qu'ils ont l'Iran nucléaire derrière. Troisièmement, tous les pays de la région seront obligés de se positionner par rapport à Israël en fonction de la bombe iranienne. Donc cette histoire, si vous voulez, un peu rocambolesque, des accords d'Abraham, si vous voulez, qui en fait lient Israël avec le Bahreïn, qui est plus petit que l'île de Manhattan à New York, qui lie Israël avec les Émirats arabes unis qui sont moins d'1 million de nationaux, d'accord, et avec le Maroc qui a négocié cette reconnaissance en échange de la reconnaissance américaine sur le Sahara, voilà, et le Soudan en échange de sacs de riz. Alors que l'immense majorité de la population musulmane n'est pas du tout partie à cette affaire. Donc aujourd'hui, tous ces pays-là, si vous voulez, vont raisonner autrement. Si l'Iran demain revient, est-ce que vous croyez que les Israéliens vont octroyer ne serait-ce que 2 kopecks d'intérêt au Bahreïn et puis à cette monarchie? Bien sûr que non. Donc tout ça, ça fait peur. Mais je pense qu'on ne peut empêcher l'impossible. L'impossible, malgré tout, va se réaliser en Iran. C'est-à-dire ce pays, la chance que ce pays a eue en fait, c'est que l'islam est une religion d'importation en Iran. C'est la conversion du pays à l'issue de l'invasion arabe. Je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par réaction par rapport à 44 années de théocratie, la population iranienne, dans son ensemble, a quelque peu réglé ses comptes avec l'islam politique. Et aujourd'hui, aspire à autre chose. C'est un peu comme les Cotton Club à Chicago dans les années 20. Interdisez l'alcool, vous avez les bars dans le sous-sol. Eh bien, les Iraniens, comme je l'ai expliqué, ce sont le seul peuple laïque de tout le pays arabo-musulman dans le monde et probablement le seul peuple aujourd'hui qui se bat contre une gouvernance islamique. Alors que le printemps arabe, c'était des mouvements qui se battaient contre des mouvements entre guillemets laïcs pro-occidentaux. Le combat est l'inverse en Iran. Donc nous, on a amené les frères musulmans avec Ennahda en Tunisie, et les frères musulmans en Égypte avec Morsi, etc. Alors qu'en Iran, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le combat est contre un pouvoir islamique, donc combat pour la liberté sociale, pour un mode de vie séculier, pour la laïcité, pour le retour de l'Iran dans sa juste place. Et si vous regardez la région, le seul pays, si j'ose dire, qui est européen, dans sa langue, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'être, dans ce physique, c'est le peuple iranien. Oui, c'est indiscutable. C'est pas les Turco-Mongolais de la Turquie. Ah non, mais c'est indiscutable. Voilà, c'est indiscutable. En regardant toute l'évolution que nous évoquons, bien sûr, on doit se poser la question de la position de la France. Et en se souvenant qu'à une époque, la France était un des meilleurs amis, si ce n'est pas le meilleur ami ou la meilleure amie de l'Iran. Et tout se passait très bien. Et on a vu d'ailleurs ensuite
des entreprises françaises qui avaient considérablement investi. Et puis, il y a eu le cas américain, on a dû tout arrêter, enfin c'était une horreur. Mais maintenant, l'Amérique est affaiblie dans cette zone, et puis elle veut s'en retirer en plus, donc on voit qu'elle est moins puissante. Pourquoi, depuis quelque temps, on n'essaie pas de revenir en définitive? Alors, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'incompréhension du pays? Est-ce que c'est, je dirais, la politique? Comment vous réagissez à tout ça, vous, avec votre expertise? Vous connaissez l'histoire de la présence française en Iran. Avant la Révolution, la France est omniprésente. Ah oui, absolument. Pendant des siècles, c'est tout à dire si Qajar, la langue officielle dans la communication diplomatique de l'Iran avec l'étranger était le français. Ouais. Sur le timbre-poste, c'était écrit poste-persane. L'Ayatollah Khomeini était hébergé par la France. Absolument, à Neuf-le-Château. À Neuf-le-Château, qui d'ailleurs est le nom donné à la rue où est domiciliée l'ambassade de France à Téhéran. Mais la France a fait des erreurs de jugement, à mon sens. A totalement basculé du côté de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Oui, ça c'est clair. Vous le savez, la France a vendu ou a mis à disposition des super-étendards. Je ne sais pas, mais il semblerait que des pilotes français ont piloté ces avions-là sur le territoire iranien pour faire des missions de reconnaissance, si ce n'est plus. La France a continué d'adopter une position hostile. Et même dernièrement, alors que le peuple iranien, dans sa jeunesse, est dans les rues, le président de la République trouve le moyen d'aller serrer les mains du président actuel, engagé dans cette répression, à New York, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU. Ouais, ce qui évidemment n'arrange pas notre image au niveau de la population iranienne. Donc beaucoup de maladresse déjà, beaucoup d'erreurs également, que je ne m'explique pas moi-même autrement que peut-être par quelques intérêts particuliers. Chaque fois qu'il y a un besoin iranien, il y a une réponse précise française. En matière de l'eau, l'Iran est dans une situation de crise sur l'eau. Il y a Suez, il y a Veolia. L'Iran manque d'avions, il y a Airbus. L'Iran a besoin d'une infrastructure aéroportuaire. Il y a Vinci Airports. Il y a ADP. La France a besoin l'Iran a besoin d'accès maritime avec des ports modernes. Il y a Bolloré. Et je peux continuer, Sauf que on préfère sacrifier des centaines de milliards de marchés d'investissement pour quelques milliards de ventes d'armes à quelques alliés pétromonarchies arabes du Golfe Persique. Je ne sais pour quelle raison, je ne pense pas que c'est sur le forum qu'on le développe. Mais en tout cas, il y a un capital sympathie de la France en Iran. Il y a un vrai capital sympathie. Mais il ne faut pas qu'à travers un mélange de maladresse, de méconnaissance de la situation, et puis pour quelques allégeances et quelques craintes, parce que, vous le savez, l'extraterritorialité de la loi américaine, et puis le fait que l'affaire ukrainienne, qu'est-ce que c'est l'affaire ukrainienne? Sinon la fin de la souveraineté militaire européenne, sinon la fin de l'indépendance de l'industrie de l'armement en France. Mais Quand on voit le canon César, on a des remontrances de la part des Américains, ça veut dire quoi? Quand les Allemands votent 100 milliards de budget supplémentaire par rapport à 50 milliards pour acheter les Français, ça veut dire quoi? Vous le savez, vous connaissez la question mieux que moi. Il faut que la France, à mon sens, se ressaisisse. Parce qu'une alliance à terme avec l'Iran de demain peut remettre de nouveau la puissance française sur l'échiquier international. Alors qu'aujourd'hui, les Anglais ont profité de leur sortie de l'Union européenne pour faire acte de présence dans le Pacifique avec le contrat sur le sous-marin que vous connaissez, et aujourd'hui de nous entraîner toute l'Europe avec, dans le cadre d'une procédure extrémiste, à l'encontre de la Russie sur la question ukrainienne. La France a perdu son rôle de honest broker. Je suis alors tout à fait d'accord avec vous. Et pour vous dire combien je partage votre point de vue, je pense qu'aujourd'hui, vu l'affaiblissement de l'Europe et l'affaiblissement de la France, dans le cadre en particulier de cette guerre en Ukraine, mais qui est dans l'idée que le couvercle de quelque chose qui est beaucoup plus profond, si la France veut retrouver un minimum de souveraineté, il va falloir qu'elle sorte du carcan, je dirais, occidental pour s'intéresser à ses anciens alliés qui sont partout par le monde et qui sont capables, effectivement, avec la France, de reconstruire des liens et lui permettre de se développer. Donc je partage tout à fait. Il y a un besoin de France. On est bien d'accord. Et il n'y a pas une réponse française aujourd'hui. Il faut revenir à la pensée du général. Eh ben, je crois que c'est là-dessus qu'on va pouvoir conclure. Merci infiniment. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci. Encore une très très belle émission avec un invité exceptionnel, rare, qui nous a vraiment ouvert les yeux sur l'Iran d'aujourd'hui et de demain, avec un avenir très intéressant et très important pour l'ensemble du monde, et avec peut-être la possibilité pour la France d'avoir un allié futur très important. En tout cas, voilà ce qui se passe sur Openbox TV, dans nos émissions, et je suis très heureux de vous les proposer avec Alain Juillet. Merci, à très bientôt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.